Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre première capsule de Génération médiatique. Mon nom est Jean-Éric et c'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui. D'abord et avant tout, il faudrait se poser des bonnes questions. Pourquoi Génération médiatique? Et aussi, qui sommes-nous? Évidemment, il y a des gens derrière tout ça. Génération médiatique, c'est une idée de vouloir partager et communiquer nos passions par rapport à tout ce qui est univers geek, en général bien sûr, mais on va aussi toucher à d'autres sujets qui ont trait aux médias. Donc, évidemment, on va toucher au cinéma, le cinéma de science-fiction, le cinéma fantastique, mais on va aussi déborder dans d'autres sujets, bien sûr. Dans le fond, quand ça nous passionne, on en discute. On va aussi évidemment parler de séries. Il y en a plusieurs super qui sont en ce moment en production et en réalisation. Et on va aussi parler de d'autres sujets comme par exemple des jeux vidéo, des jeux de table. Quelquefois aussi quelques capsules sur des œuvres littéraires, surtout lorsque ces œuvres ont un lien avec une adaptation cinématographique. La prochaine adaptation de Dune, par exemple, de Frank Herbert, par Denis Villeneuve, va être un excellent sujet de capsule d'ailleurs dans un avenir pas trop lointain. De plus, on s'est rendu compte que dans les faits, on n'allait pas réinventer la roue en soi. Avec nos top 10, nos discussions, nos revues de films, par exemple, on va faire parfois des débats sur certains sujets, sur des séries, on va décortiquer certains épisodes, on va faire des top 10 personnels d'épisodes favoris ou de films favoris, des sujets comme ça. Ça a déjà été fait. Par contre, ça se fait en anglais. Et il y a très peu de ces éléments-là qui sont faits dans la francophonie en général, et plus particulièrement au Québec. On s'est donc dit, voilà, on a un public cible, on est plein de geeks au Québec, de charmants et gentils geeks, et pourquoi donc pas créer pour ce marché une chaîne vers laquelle ils peuvent se tourner pour se divertir sur divers sujets qui les intéressent. Maintenant, qui sommes-nous? Nous sommes trois, moi, Jean-Éric, Marc et Stéphane. Trois amis qui se connaissent depuis quand même quelques temps. Chacun de notre côté, on a nos passions qui à la fois se rejoignent, mais aussi qui peuvent être communes à nous. Et donc, ça va nous faire quand même une mine très riche en sujets à développer avec vous. Eh bien, nous aussi, on pourrait discuter de ces passions-là avec les gens. Et on va vous présenter donc une série de diverses capsules qui vont tourner autour d'une dizaine de minutes et qui vont évidemment se pencher sur un sujet précis à la fois. Et si vous êtes bien sage, une fois de temps en temps, on va vous offrir un merveilleux débat sur un sujet là aussi précis et qui, on espère, saura vous divertir. Mais, sans plus tarder, arrêtons ce blabla et allons au sujet principal d'aujourd'hui. Pour cette grande première, j'ai décidé de m'offrir un petit cadeau. Je me suis récemment tapé plusieurs films de Star Trek, notamment Star Trek Nemesis, et je me disais, mais ma foi, l'Enterprise E, quel magnifique vaisseau! Eh bien, pour commencer, pourquoi pas faire un top 10 de mes préférences personnelles des vaisseaux de la Fédération. Le super Jean-Éric. Maintenant, je pourrais faire une revue complète et technique de chacun de ces navires, mais pour être très honnête, ça a déjà été fait, puis ça ne me tente pas de me taper toute la recherche. Je veux dire, je l'aurais fait, mais c'est pas ça dont je veux vous parler. Moi, je veux vous parler avec le cœur et juste apprécier l'aspect artistique de chacun de ces navires-là. Et il y a quelque chose de beau dans ceux-ci, et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Quoi dire de plus pour cette classe de navire? Je veux dire, quand tu rentres en service à la fin du 23e siècle et que 80 ans plus tard, tu es toujours aussi utilisé dans plein de rôles, il y a quelque chose qui doit avoir été bien conçu dans ce vaisseau. Donc, pour ce qui est de l'Excelsior, eh bien, je pense que c'est un navire qui a dû être la base même de toute la flotte de Starfleet
du moins pour la première moitié du 24e siècle. Et encore, à la fin du 24e siècle, on le voit très bien, notamment dans le Dominion War, que cette classe de navire est encore fortement utilisée. Aussi, dans Star Trek The Next Generation, on le voit souvent, c'est le navire que la plupart des admiraux utilisent. On le voit aussi combattre contre le Defiant et tirer son pesant d'or avec des modifications, évidemment. Ce qui fait croire, en fait, que l'Excelsior, comme type de classe de navire, peut être, dans le fond, remodelé et actualisé pour remplir des opérations et des conditions de combat malgré son âge quand même assez avancé. Dès sa première apparition, c'est un vaisseau qui m'est apparu gracieux, avec une belle allure, un look futuriste d'ailleurs, crédit aux gens qui ont travaillé derrière sa conceptualisation lors du film de Star Trek 3. Et on a pu le voir aussi dans Star Trek 6, notamment avec une scène de combat mémorable. Et ce qui fait en sorte que plus tard dans d'autres séries comme The Next Generation et Deep Space Nine, et même Voyager, je me trompe point, c'est un type de vaisseau qui paraissait quand même toujours très bien à l'écran, avec quelques modifications visuelles bien sûr, notamment au niveau des nacelles qui étaient illuminées maintenant en bleu et non qui étaient comme, si on veut, là, à l'époque des films. J'y vais avec de l'audace au numéro 9, effectivement, avec le USS Prometheus. Donc, c'est effectivement ce navire qui peut se séparer en trois et devenir donc trois navires de combat en un. Et ça lui permet d'être effectivement une arme extrêmement redoutable. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que Starfleet est vraiment rendu à un point où ce n'est plus que de l'exploration et de la science. Et ça s'est beaucoup militarisé. On est en pleine guerre contre la Dominion. On a aussi vécu deux invasions des Borg. Et à partir d'ailleurs du premier contact avec les Borg, la Fédération avait commencé à développer des plans de navires qui étaient plus axés vers l'armement et l'attaque et la défense, et plutôt que seulement la défense et l'exploration. Et le USS Prometheus, bien qu'il soit expérimental, c'est un parfait exemple. Ah, le Miranda Class. C'est, au fond, le premier vrai vaisseau qui est différent du modèle du Constitution Class qu'on a pour l'Enterprise, quand on y pense. Bon, si on n'inclut pas évidemment la série animée des années 70. Parce que dans la série originale, on n'a toujours que vu des Constitution Class. Par contre, le Miranda Class, non seulement c'est le premier navire qui est différent, mais c'est aussi le premier navire où on voit les nacelles sous la structure principale. Ça m'a toujours frappé. En plus, il y a un module adaptable qui se trouve au-dessus. Ce module-là, qui est comme sur un rack finalement, eh bien, on va le voir dans d'autres types de navires plus tard, mais évidemment, le Miranda Class est le premier à l'introduire. Dans le cas du Reliant, qu'on voit dans Star Trek 2 et qui introduit le type de navire pour la première fois, eh bien, ce sont de jolies petites torpilles qui sortent de ce module. Et peut-être parce que ça a été le navire de Khan, mais le Miranda Class m'a toujours frappé comme un de mes favoris. Même s'il se fait, excusez-moi l'expression, torcher dans le Dominion War, ça démontre quand même qu'il y a de la durabilité et que c'est un modèle qui a été conçu pour remplir une multitude de missions. À la septième position, on retrouve le Nebula Class, un peu pour les mêmes raisons que le Miranda Class précédent. Eh bien, c'est là aussi son aspect multifonction qui m'ont interpellé, avec là aussi un module situé sur la partie supérieure du navire qui lui permet de remplir une multitude de missions. Donc, ça peut être des missions plus offensives avec une bonne banque de torpilles à ce moment-là, si on met des lance-torpilles sur le module. Sinon, ça peut être des instruments scientifiques, bien sûr. Donc, lorsqu'il est question d'aller analyser une nébuleuse, par exemple, le Nebula Class est parfait pour ce genre de mission. Au niveau physique, ça m'a toujours frappé cette espèce de modèle hybride entre une continuation qu'on a avec le Miranda Class et
une espèce de transition qu'on a aussi avec le Galaxy Class. Donc, ça semble être une espèce de modèle similaire au navire qu'on a lors de cette génération-là. Et aussi, en termes de proportion, c'est un navire qui est un peu plus petit que le Galaxy Class, mais qui peut tirer son pesant d'or en termes de situation de combat et d'opération à long terme. Le Ambassador Class porte très bien son nom. Il a une allure d'ambassadeur. Je crois pertinemment qu'avant que soit introduit le Galaxy Class, l'Ambassador Class devait être similaire en termes de fonction et aussi en termes de capacité d'opération de combat pour l'époque dans laquelle il était situé. Donc, quand un Ambassador Class se pointait le nez, les autres factions généralement devaient s'en tenir à moins qu'il soit vraiment en force supérieure. C'est ce qui complète la première partie de notre top 10. Le lien sera situé dans la partie commentaire pour la deuxième vidéo. Et n'oubliez pas de vous inscrire. Merci beaucoup.